Dans cet épisode, nous allons parler de faire des affaires en Chine. Lorsqu'on fait des affaires en Chine, est-ce qu'on est obligé de composer avec la mafia? On va parler aussi des logements cages à Hong Kong et de comment parler en chinois de quelqu'un qui est mort. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 12 de La Chine, le chinois commencez vraiment, #LCLCCV, dans lequel je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois, donc tel que je les vis et tel que je les vois. Alors, peut-être un petit peu morbide toutes ces questions, mais puisque c'est des questions que vous vous posez, eh bien, on va les traiter. Voilà. Alors, vous voyez peut-être sur YouTube, d'ailleurs, je vous invite vraiment à suivre la chaîne YouTube, à vous abonner sur YouTube, même si vous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à aller de temps en temps sur la chaîne YouTube pour, revoir les podcasts. Parfois, je mets une image marrante de moi, de mon quotidien, que j'ai piqué sur Instagram, ou bien alors un selfie que je prends avec l'ordinateur, ou n'importe quoi. Qui me permet d'illustrer un petit peu les podcasts. Et c'est aussi là-dessus que je vous invite à réagir. Et aujourd'hui, j'ai mis une photo de Tchaïkovski. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un au final, c'est quelqu'un que je connais pas du tout, mais c'est quelqu'un dont j'apprécie vraiment la musique. Alors, ces musiques, vous les connaissez forcément, ça c'est certain. Vous les avez entendues peut-être au moins 15 000 fois dans les films que vous avez pu voir et revoir. Notamment, donc, parmi les plus célèbres qu'on entend dans les films, je pense Le Lac des Cygnes, par exemple. Voilà. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour penser à rien, parce que ça fait un bien fou de penser à rien, et parfois quand on pense à rien, d'ailleurs tout le temps quand on pense à rien, c'est impossible, c'est super dur de penser à rien. Essayez de penser à rien, vous allez voir, c'est super dur. Il y a toujours des trucs au bout de 10 secondes qui arrivent. Tiens, j'ai pas fait la vaisselle, tiens, au fait j'ai oublié de faire ça, tiens. Et puis parfois, une fois qu'on a réussi à bien s'organiser, à bien organiser ses journées, par exemple, parce qu'il y a toujours des trucs qu'on oublie de faire, qu'on fait pas, etc. Mais si vous planifiez bien vos journées, moi, vous savez probablement que je planifie tout, que vous avez donc, que vous êtes à jour dans ce que vous devez faire, et que vous vous posez, et vous essayez de penser à rien, eh bien, là, votre cerveau, il va y avoir des trucs, qui vont popper, là, je sais pas, on dit ça en anglais, pop. Il y a des trucs qui vont sauter dans votre esprit, qui vont arriver comme ça, et des bonnes idées, généralement. Et ça peut être génial. Juste avant que vous commenciez à essayer de penser à rien, de vous poser un problème. C'est compliqué comme truc. De vous poser un problème, par exemple, dans votre apprentissage du chinois, ou découverte de la Chine, ou votre travail, votre vie personnelle, ou n'importe quoi. Et ensuite, vous essayez de penser à rien. Et pendant que vous allez penser à rien, je sais pas s'il doit se passer des choses en arrière-plan, et puis votre inconscient va vous trouver des trucs, et pop, vous allez avoir une idée qui va sortir, une illumination, ou je sais pas quoi. Et parfois, on trouve des trucs géniaux. Enfin, la musique classique, donc que vous essayez activement, passivement ou en essayant de penser à rien, donc de trouver une solution. La musique classique, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment. Vous pouvez aussi écouter de la musique classique chinoise, ça marche très bien, mais moi ces derniers temps, donc je suis dans le Tchaïkovski. Alors bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la musique classique, je pense pas qu'il y ait pas beaucoup de gens qui aiment la musique classique, ça c'est sûr, parce que on peut trouver des trucs vraiment fantastiques qui s'adaptent à tout le monde, mais il y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent, qui pensent à l'écouter. Voilà. Alors, voilà pour YouTube. Surtout abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, et allez jeter un coup d'œil. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder écouter sur iTunes et compagnie. D'ailleurs, peut-être de temps en temps, je ferai la vidéo en même temps que le son. Vous me verrez tenir mon micro ou des trucs comme ça. Je pense que je vais faire ça. Abonnez-vous sur YouTube en attendant. Alors, passons aux questions tout de suite. Jean-Marc me demande: bonjour Cédric, je tenais à te remercier pour toutes les vidéos. J'ai un ami qui possède plusieurs restaurants à Shanghai, il me dit que du moment que tu fais des affaires, tu dois obligatoirement être avec des affaires de mafia, comprendre le gouvernement chinois. Je voudrais avoir ton avis sur la question là. Oui, il y a de la corruption, si c'est ce qu'on veut dire. Oui, il y a de la mafia, de la vraie mafia, il y a de la mafia, donc corruption du gouvernement chinois. Cependant, je pense vraiment que c'est beaucoup moins que dans certains pays, par exemple d'Europe de l'Est, ou la Russie, ou autre. J'ai des anecdotes croustillantes sur la Russie, sur l'Europe de l'Est, etc. Par contre, en Chine, généralement, c'est des choses qui sont raisonnables, on va dire, qui sont acceptables. Parce que j'ai aussi des anecdotes d'ailleurs sur la France, vous savez, donc dans l'import, dans le commerce, etc. Il y a souvent des trucs où il faut composer avec si on veut avoir une commande, ou si on veut avoir de bonnes relations,
soit donc on va donc pour la commande, soit on va faire un petit plus, faire un petit cadeau, bien alors voir. Parfois il y a des choses qui sont vraiment très explicites. Par exemple, lorsqu'on échange avec des clients, on leur dit bon tiens, si tu passes autant de commandes, tiens, tu auras un iPod. Tiens, si tu passes autant de commandes, tu auras un iPad. Tiens, si tu passes autant de commandes, tu auras l'iPad plus le vélo pour ton fils, le manteau pour toi et la machine à laver pour ta femme. Enfin bon, c'est des choses comme ça. Donc il y a tout dans ce monde, c'est un monde de fou vraiment. Il faut toujours, j'ai envie de dire, un petit peu composer avec la mafia ou avec des procédés un petit peu mafieux. Parfois c'est vraiment extrême et c'est pas supportable, comme l'Europe de l'Est ou la Russie selon moi. Parfois c'est acceptable, comme pour moi donc la Chine et la France. Donc oui. Alors c'est d'autant plus vrai quand on a un commerce avec un meunier, c'est-à-dire avec je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, enfin bon, avec une enseigne quoi. Quand on a un pignon sur rue, quand on a une vitrine, là c'est encore plus vrai parce que généralement la mafia, donc la mafia, elle va offrir des services de protection, on va dire un petit peu comme on voit dans les films. La mafia un petit peu donc gouvernementale, là elle va négocier aussi parce qu'elle sait que vous allez faire du business, de l'argent, et puis vous êtes visible aussi. Donc là aussi, il peut y avoir des pots de vin ou des choses comme ça. Et après, on a encore la mafia aussi enfin c'est pas la mafia, mais c'est procédé un petit peu mafieux de ce qu'on appellerait, je sais pas moi, la police municipale ou je sais pas quoi, les chungwan quoi. Donc c'est la police de la ville, enfin bon, c'est eux qui s'occupent des marchés, des magasins, des trucs comme ça. Et eux par contre, on a beaucoup d'anecdotes, tellement d'anecdotes d'ailleurs que je vais pas vous en parler parce que sinon ça deviendrait presque un cliché. Sur la Chine, vous pouvez vous renseigner, donc les chungwan en Chine c'est un truc de fou. Voilà. Et voilà, soit on paye, soit on se fait virer. Si par exemple vous voulez mettre un stand sans le déclarer forcément officiellement pour vendre des raviolis, si vous avez de bonnes relations avec les chungwan ou bien alors que vous les soudoyez, y a pas de souci. Si par contre vous ne les soudoyez pas ou bien alors lorsqu'ils arrivent, vous ne vous enfuyez pas, voilà, j'ai craché partout là. Non, je rigole. Là, vous ferez arrêter ou vous ferez jeter ou, en plus, ils sont un petit peu agressifs dans ce qu'on voit parce que moi, j'avais déjà vu ça, c'était dur à regarder, quoi. Je pouvais pas intervenir parce qu'en tant qu'étranger, parfois, ça peut être aussi risqué d'intervenir contre la police. Mais, de les voir comme ça balancer les trucs d'une vieille femme comme ça qui était assise sur le trottoir, essayer de vendre du popcorn, c'était un petit peu difficile, voilà. Ah bon. Donc oui, il faut obligatoirement composer avec des procédés donc de ce genre, même si donc la corruption diminue nettement en Chine, surtout les grosses affaires de corruption, on a encore donc un petit peu de tout ça. Après, bon, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie que ça devienne un cliché et puis un préjugé. Vous savez que je suis vraiment contre. Il faut vraiment noter l'évolution positive qui est en train de se produire tout de même. Alors, deuxième question de je suis cute. Alors, je suis cute, je sais même pas si c'est un garçon, une fille ou n'importe quoi, mais c'est pas la première question qui est posée. Et un compte Tumblr, compte Twitter et tout ça. Et donc j'en avais une autre qui traînait un moment, qui me dit que penses-tu des logements cages à Hong Kong? Alors les logements cages c'est quoi? Bien c'est tout simplement des cages qui sont entassées par exemple dans un appartement et qui sont sous-louées à l'ordre de 150, 200 euros, enfin entre 100 et 250 euros peut-être par mois à des personnes qui n'ont pas les moyens de se loger à Hong Kong. Alors il faut savoir que à Hong Kong les logements sont très 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 chers. On peut s'en tirer peut-être avec 800 000 euros dans les nouveaux quartiers, je suppose, pour un petit appartement. Et pour un petit appartement dans le centre-ville, par contre, ou dans les beaux quartiers, il faut compter, moi j'avais regardé, on est plus dans les 2000, 2500 euros. Alors, pour une personne, par exemple, un travailleur migrant, ou bien alors quelqu'un qui vient de la campagne, ou bien alors quelqu'un qui est pas très aisé, parce que tout le monde n'est pas riche à Hong Kong, c'est pas possible tout simplement de se loger. Et les logements sociaux, ils sont en retard à Hong Kong parce qu'il y a eu le boom immobilier, il y a eu la crise et tout ça. Et de fait, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Du fait, ils ont pas eu le temps de construire tous les logements sociaux. Voilà. Donc les gens, ils se retrouvent un petit peu sans rien, ils ont que ça pour se rabattre, donc ils ont que ça sur lequel ils peuvent se rabattre. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est effectivement pas des conditions de vie. Après,
qu'est-ce que j'en pense aussi? Il faut voir l'autre point de vue, il faut voir le point de vue aussi de ces personnes. Est-ce qu'on n'est pas mieux dans des logements cages que à la rue? Parce que en France, on a des gens qui sont à la rue, qui meurent dans les rues, et je suis certain que s'ils avaient possibilité de se regrouper ou d'être dans un logement cage, par exemple en automne, parce qu'on a des centres qui sont ouverts que l'hiver, je crois, eh bien ils iraient dedans, peut-être. Hein, en tout cas, moi j'irais, je pense. Après, on a d'autres choses à prendre en compte. C'est que on se retrouve avec des gens qui effectivement arrivent à se débrouiller avec le peu qu'ils ont. Alors que, je sais pas, on pourrait prendre un autre exemple, les États-Unis par exemple. J'avais vu un article il y a pas longtemps d'une personne d'une loi qui était passée ou d'un décret, enfin je sais pas quoi, dans une ville ou dans une région, qui interdisait les gens de nourrir les sans-abri. C'est un peu horrible ça. Ça, c'est horrible, ça, c'est inhumain. Au pire, proposer, pourquoi pas un logement cage, dans un petit appartement, ça peut être possible. Après, il faut voir aussi combien le propriétaire gagne sur la misère des gens. Est-ce que il a, par exemple, il a un appartement qu'il loue 650 € et il va installer dedans 5 cages qu'il va louer à 100 € chacune? Est-ce que là, ça va? Oui, ça irait, parce que il se fait pas d'argent dessus. S'il loue à, je sais pas moi, 150 € par cage, après c'est le terme cage qui sonne pas très bien, mais effectivement ça ressemble à des cages, et qui gagne sur ce commerce, ce business, c'est ça qui est un peu terrible, qui est un peu difficile à accepter, et que là il gagne, je sais pas moi, 150 € par mois, ou 500 € par mois encore, ça reste acceptable, peut-être. Si par contre après il commence à se faire des mille et des cents en entassant des gens dans des cages, là c'est pas acceptable effectivement. C'est vrai qu'il faut voir tous les points de vue. En tant que SDF, on n'a pas beaucoup de choix, voilà. Et on est mieux là-dedans que dehors. Après il fait pas très froid dans les rues de Hong Kong, mais c'est quand même mieux d'avoir un chez-soi, même si c'est un chez-soi de 2 mètres carrés. Enfin bon, ouais, c'est compliqué, c'est une drôle de question quand même. C'est une drôle de question parce que bon, moi je réfléchis aux questions en même temps que j'y réponds, hein. Et j'essaye de toujours voir les points de vue, hein. Quand on me pose une question politique par exemple, j'essaie de voir le point de vue de l'Europe, le point de vue des USA, de la Russie et de la Chine. Quand on me pose une question comme ça, j'essaye de voir la position du locataire, de l'État, et du coup je termine sur le propriétaire, et quand on termine sur le propriétaire, c'est là où ça cloche. C'est là où c'est malsain, c'est là où c'est pas terrible, ouais. Effectivement. Les logements cages à Hong Kong, le problème ça serait de voir combien est-ce qu'ils se font, est-ce qu'ils aident, est-ce qu'ils font ça et que ça aide effectivement les propriétaires, est-ce qu'ils font ça et que ça aide les personnes qui logent dans ces cages, ou est-ce qu'ils se font vraiment beaucoup d'argent sur leur dos? C'est là où ça devient un petit peu subtil. Donc du coup, on va rester là sur ma réponse, parce que je continue ça en train de cogiter dans ma tête, et je suis en train de me dire mais c'est quand même salaud quand même si c'est un business comme ça. Voilà. Enfin. Alors, et une dernière question anonyme, mais c'est une question que j'aimais bien parce que c'est une question qui revient souvent, c'est pas comme si tous les gens y mouraient autour de moi, mais c'est une question à laquelle je suis confronté, on va dire. Je bégaye, à laquelle je suis confronté assez souvent dans le quotidien en Chine ou en France. Donc question qu'on va dire d'Albert, voilà, qui me dit qu'est-ce qu'on utilise pour parler de la mort de quelqu'un. Voilà, quel est le terme qu'on va utiliser pour parler de la mort de quelqu'un? En France, beaucoup font des détours périphrasiques flous. Je sais pas si ça existe, ça, périphrasique, paraphrasique, enfin bon. Pour ma part, j'utilise le terme directement. Et ça n'est pas mal pris d'ailleurs. Et en Chine. Alors moi aussi en France j'ai tendance à utiliser le terme directement parce que mon but c'est d'exprimer un message, et les gens qui font des détours pour exprimer des idées, c'est super chiant. Je préfère exprimer une idée et la répéter 5 ou 7 fois en 2 minutes. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs, vous l'avez sûrement remarqué. Parce que comme ça le message y rentre. Il faut savoir que le cerveau humain, il a besoin qu'on lui répète les choses, tout simplement pour que les choses y rentrent vraiment. Et donc vaut mieux être clair et répétitif, plutôt que de le dire une fois et de passer 2 minutes à essayer de faire une phrase la plus longue possible. Il y a des gens, on dirait, ça les amuse de faire des phrases compliquées. On leur mettrait des claques, enfin bon. Voilà. Et donc, en France, on va utiliser plein de détours, et parfois c'est un petit peu agaçant. Par contre,
il y a deux choses que moi j'utilise ou que j'entends et qui passent, j'ai envie de dire. C'est donc soit le terme clair et net, hein, il est mort, il est décédé, voilà. Soit le dire il est parti. Là c'est le pire que je pourrais utiliser. D'ailleurs je l'utilise jamais pour dire donc que quelqu'un est décédé. Et en chinois c'est la même chose. En chinois, on a moins peur des mots d'ailleurs, hein, qu'on exprime des idées avec des termes très clairs tout de même, et on va utiliser généralement bien le terme mort, ou bien alors de dire il est parti. Le terme zhou, c'est l'idée de marcher, de suivre, d'avancer, de partir, etc. Zhou. Enfin, si vous faites du chinois, c'est zhou, hein, Z-O-U, troisième ton, hein, le caractère de la marche, qu'on retrouve aussi en tant que clé dans pas mal de caractères. Et encore déjà avec ce terme partir, parfois c'est pas très clair. Donc quand on me dit bah tiens il est parti, je dis quand est-ce qu'il revient quoi, hein. Voilà, c'est pas une blague en plus, c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive et c'est déjà arrivé à d'autres, hein. J'ai déjà entendu aussi des Chinois qui s'étaient arrivés, qui posaient la question de dire bah tiens il est parti, oui mais est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il est parti. Et c'est agaçant, voilà, quand c'est flou. Et donc voilà, c'est le pire que j'ai pu voir, et sinon généralement on fait pas trop de détours, pas trop de trucs compliqués en chinois. On exprime des choses relativement clairement. Je trouve que le chinois c'est quand même plus direct pour exprimer une idée que le français. Après ça fait aussi partie de la langue. C'est-à-dire qu'en français, on est dans une langue abstraite. On va exprimer des idées avec des mots abstraits. Voilà, tout simplement. On a une abstraction qui est générée. Alors, je sais pas si c'est une autre abstraction qui a généré notre vocabulaire ou si c'est le vocabulaire qui participe à la génération de cette abstraction. Mais on travaille beaucoup avec le cerveau mathématique, avec le cerveau gauche. Hein, j'en ai déjà parlé dans l'enseignement du chinois. Et pour le chinois, donc en l'occurrence, on travaille sur quelque chose de concret, une représentation du réel par un dessin, les idéogrammes, etc. Et du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher à faire des trucs compliqués, à faire des trucs abstraits, des trucs où il faudrait que vous alliez deviner ou comprendre, ou réfléchir pour essayer de comprendre le message que je suis en train d'essayer de vous communiquer. Non, on communique le message tout simplement. Donc, voilà, ça répond à la question, je suppose. Donc, généralement, on va utiliser soit le terme clair et net de la mort, soit on va utiliser le terme donc partir. Voilà, il est parti. Voilà donc pour aujourd'hui, je vais retourner à mon Tchaïkovski moi. Je vous aurais bien passé un morceau, mais si je vous fais ça après YouTube, il va me dire, iTunes et les autres d'ailleurs, ils vont me dire que j'ai pas les droits et les copyrights et tout ça. Donc je vous invite à les trouver tout seul. Moi j'ai acheté un album, je vous raconte ma vie encore, mais c'est pas grave, un album complet avec 100 morceaux sur iTunes qui m'a coûté environ 4,50 €, quoi. C'est un très bon investissement, je pense. Écoutez, je sais pas ce que vous écoutez vous comme musique classique, mais d'ailleurs ma question pour vous, ça va être ça, tiens. Est-ce que des fois vous écoutez de la musique classique? Est-ce que des fois vous essayez d'écouter rien, écouter le silence? Pas de la musique, dites-moi pas, j'écoute de la musique, je sais pas moi, de Michael Jackson, tiens, ça c'est un bon, de Michael Jackson, parce que le problème avec Michael Jackson, enfin si vous parlez anglais, c'est qu'on réfléchit sur les paroles. Si vous parlez pas anglais, c'est pas grave encore. Mais si vous me dites, voilà, j'écoute qu'est-ce qu'on a comme chanteur pourri en France? J'écoute on avait quand j'étais plus jeune, il y avait Laurie, c'était horrible ça. J'écoute je sais pas moi. Comment est-ce qu'il s'appelle l'autre là qui fait toujours les mêmes accords avec sa guitare là? Christophe Maé, c'est ça? Je sais plus. Voilà. Le problème avec les chanteurs français, c'est qu'on se concentre sur les paroles, et même si on essaye de pas se concentrer ou de penser à rien, on va se concentrer quand même sur les paroles, ou bien les paroles, ils vont quand même rentrer dans notre tête, et on n'arrivera pas à penser à rien. Donc voilà. Dites-moi tout simplement, est-ce que des fois vous essayez de penser à rien? Est-ce que des fois vous essayez de réfléchir, de vous poser avec un problème, et de vous dire, tiens, voilà, maintenant j'ai ce problème-là, je me pose à une table, et puis je réfléchis? Ou est-ce que vous êtes la tête dans le guidon et que vous avez jamais le temps de rien faire et que vous êtes comme les hommes modernes qu'on nous montre dans les films? Voilà, dites-moi, racontez-moi un petit peu ça. Alors, je regarde si j'ai tout raconté ma vie pour aujourd'hui. Ouais, voilà, je pense que c'est bon. Hein. Et bien, posez-moi une question.
Maintenant, posez-moi une question, Sapoperlipopette. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Posez-moi une question sur quelque chose qui en découle. Je sais pas moi, les cages à Hong Kong, ou bien alors le vocabulaire chinois. J'aime bien le chinois, vous le savez. Hein. Donc on peut poser beaucoup de questions sur le chinois. Qu'est-ce qu'on avait encore? La première question qui était de Jean-Marc, c'était quoi? Sur la mafia. La mafia, c'est génial aussi. Enfin, c'est génial. C'est une thématique que j'aime bien aussi. Voilà, dites-moi, posez-moi la question sur du-chinois.com/question au singulier question. Et puis, eh bien, on se retrouve dans l'épisode 13. L'épisode donc 13. Gardez l'esprit ouvert en attendant, et puis ensemble, on va tuer les préjugés.